Bonjour et bienvenue dans cette émission du 23 juillet 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes donateurs et abonnés, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous propose le premier volet d'une émission en 2 ou 3 volets sur le thème « Tout bouge, rien ne change ». Et au fond, toujours dans ce motif sur lequel il m'importe d'insister, qui est que d'une part, tout est caché en pleine lumière, c'est-à-dire que les intentions de ceux qui sont à la manœuvre de l'effondrement de l'Occident sont dites haut et fort, mais par ailleurs qu'il y a une criminalisation de la pensée, c'est-à-dire que dès lors que vous le relevez ou que vous attirez l'attention sur ces réalités qui sont énoncées très clairement, eh bien, vous passez pour un complotiste, un extrémiste de droite, un antisémite, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une criminalisation de la pensée, mais non seulement de la pensée, de l'observation de ce qui est dit, et tout ça à l'intérieur d'un vaste mouvement d'ingénierie sociale qui se caractérise par la confusion généralisée avec du faux vrai, avec du vrai faux, avec du faux faux, et parfois du vrai vrai, mais de telle sorte que les citoyens et les citoyennes ne sachent plus à quel sein se vouer et qu'est-ce qu'il faut prendre pour du lard ou du cochon. Alors je vous donne juste encore un exemple, il importe de marteler le clou. À partir du récent passage du professeur Jeffrey Sachs, qui est un professeur de renommée internationale chez Tucker Carlson, et au cours de cette émission, Jeffrey Sachs est revenu sur l'historique de la guerre en Ukraine, et évidemment que les choses ne se sont pas passées, tous les spectateurs de cette chaîne le savent, comme nos médias et notre classe politique essayent de nous le faire croire, il y a eu une succession de provocations qui ont conduit à l'intervention russe dans les provinces russophones de l'Est de l'Ukraine. Et Jeffrey Sachs est revenu notamment sur cet épisode incroyable de la destruction du gazoduc Nord Stream. Et en rappelant que Biden avait dit haut et fort dans une conférence de presse « Si Poutine intervient en Ukraine, alors nous ferons exploser le gazoduc Nord Stream ». Et lors de cette conférence de presse, un journaliste lui a même demandé « Mais comment allez-vous vous y prendre ?» Et Biden, évidemment très sûr de lui, a répondu « Ne vous inquiétez pas, nous savons comment faire cela ». Menace répétée à réitérées reprises, et donc juste après l'attentat, Jeffrey Sachs a été interviewé sur une chaîne de télévision mainstream américaine. Il a dit c'est quand même assez évident que c'est les États-Unis qui l'ont fait. Il s'est fait interrompre sur le champ et privé d'antenne, c'est-à-dire qu'on a coupé son interview et puis on est passé à un autre sujet. Pourquoi ? Parce qu'il disait ce que les États-Unis avaient dit qu'ils avaient l'intention de faire, dans une configuration où franchement on ne voit pas d'autre hypothèse que le fait que les États-Unis soient passés à l'action comme ils le prévoyaient, mais c'était devenu prohibé de le dire. Et nos soi-disant journalistes des médias corrompus ont osé faire croire que l'hypothèse la plus vraisemblable était un auto-sabotage des Russes, tiens, alors que l'Europe, de ce fait, était obligée d'acheter de l'énergie, du gaz, notamment aux États-Unis, 4 fois plus cher qu'ils ne le faisaient à la Russie. Et donc on est en permanence aujourd'hui dans ce genre d'entourloupe extrêmement pernicieuse, parce que finalement vous renversez tellement les éléments de réalité et les éléments d'interprétation, que comme Hannah Arendt l'avait judicieusement repéré dans son analyse bien sûr du totalitarisme, dans un monde toujours changeant et incompréhensible, les masses, elles parlent du passé, mais elles auraient pu parler de l'avenir, avaient atteint le point où elles croyaient simultanément tout et rien, où elles pensaient que tout était possible et que rien n'était vrai, et donc on est aujourd'hui dans cet emberlificotement qui permet que d'une part les choses bougent énormément, mais d'un autre côté que, en apparence en tout cas, rien ne change, ou en tout cas dans ce qui nous est donné à voir, c'est ce que nous allons aborder au cours de cette émission. Alors prenons l'exemple de la réélection de Madame Ursula von der Leyen. Il convient de rappeler que la veille de cette réélection, la Cour de justice de l'Union européenne a finalement été obligée de reconnaître les multiples fautes de la Commission présidée déjà par Ursula von der Leyen, entrave à la mission de contrôle des députés, violation du principe de transparence,
Elle ne le saura jamais, malheureusement, comme le relève Frédéric Baldan, mais Michel Rivasi, très vaillante eurodéputée, qui n'a cessé d'œuvrer en ce sens, a finalement eu gain de cause. Elle est malheureusement décédée entre-temps. Et du fait du traité de l'Union européenne, et notamment de l'article 17, jamais Ursula von der Leyen n'aurait-elle dû avoir la possibilité de se représenter. Et donc simplement en la laissant participer à l'élection, mais en plus en donnant à cette élection une issue favorable, les eurodéputés n'ont rien fait d'autre que dynamiter le traité de l'Union européenne. Et là, on est au cœur du sujet. Alors évidemment, Virginie Joron a elle aussi relevé que la mauvaise gestion et le manque de transparence de la Commission auraient dû conduire à l'annulation de la candidature de Madame von der Leyen. Certains eurodéputés, dont la très vaillante Christine Anderson, sont bien sûr montés, comme elle l'a fait incessamment au cours des dernières années, au créneau pour essayer de rappeler ça et de simplement rappeler la Commission et le Parlement à un minimum de décence. Une députée polonaise s'est même permis de dire à Madame von der Leyen « Votre place n'est pas à la Commission européenne, mais en prison ». Et puis exactement comme dans l'anecdote de Jacob de Rothschild, interpellé par un altermondialiste que Philippe Bobola a partagé dans un de nos récents dialogues, Madame von der Leyen a laissé dire tout ça pour finir par « Et alors, qu'est-ce que cela pourrait-il changer ?» Et effectivement, elle a été réélue avec une marge confortable. Donc, je rejoins évidemment Verity France dans son appréciation. 401 députés ont vendu leur âme au diable, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que des députés et des groupes qui avaient dit publiquement qu'ils ne voteraient pas pour Ursula von der Leyen, il se trouve qu'à la faveur du vote au bulletin secret, elle a engrangé beaucoup plus de votes que les groupes et les députés qui avaient dit qu'ils voteraient pour elle. Et Yanis Varoufakis, qui est l'ancien ministre des Finances de la Grèce, et qui s'est beaucoup préoccupé du sort de Julian Assange quand celui-ci était incarcéré, y est allé de ce commentaire, mais qui reflète le cynisme de la réalité contemporaine, en relevant « Rien n'a autant de succès dans l'Europe d'aujourd'hui que l'échec ». Celle qui a promu un génocide avec le sourire, l'épitome de l'incompétence. L'ancienne ministre allemande de la Défense, qui a quitté précipitamment Berlin sous un nuage de corruption, a été désignée à nouveau présidente de la Commission européenne. Donc le programme européen est simple, je salue Paul-Antoine Martin et le remercie de nous donner la formule. La corruption, un si beau projet européen qui enthousiasme les peuples, un projet d'avenir, un projet de guerre, un projet de destruction, un projet totalitaire. Quel bonheur! Merci l'Europe. Alors en France, malheureusement, ça n'est pas mieux. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes se sentent facilement offensés par les commentaires ou les images, donc j'ai reçu une plainte du syndicat des moutons demandant d'arrêter de les comparer aux Français. Ils trouvent ça absolument dégradant. Mais nous sommes effectivement dans la société du spectacle qui, à l'occasion des élections législatives, a organisé son show, mais, comme le relève M. Tara, en excluant les questions vraiment importantes, au premier rang desquelles le chaos financier croissant de la France, qui est absolument apocalyptique et qui n'a pas du tout fait l'objet du moindre débat pendant ces élections législatives, tellement les différents partis politiques étaient occupés à se disqualifier les uns les autres et à faire barrage les uns contre les autres. Alors la formule, elle est relativement simple. Avant 2 défaites électorales, vous avez une brochette de personnalités honnies de la population, et puis après 2 défaites électorales, vous avez exactement les mêmes. Et effectivement, le résultat du barrage antifasciste, c'est que les partis globalo-fascistes, dont accessoirement le Rassemblement national fait partie lui aussi, mais le véritable fascisme, comme on l'a déjà vu aujourd'hui, il passe par les partis du centre, de la droite et de la gauche, de la France insoumise au Rassemblement national, et ce fascisme-là a un boulevard, se voit déployer un tapis rouge, pendant qu'on distrait la population avec des péripéties qui sont des divertissements d'attention, à vrai dire. Et oui, la politique française est bel et bien une association de malfaiteurs en bande organisée, et on est même allé jusqu'à réélire Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Alors cela sème évidemment la consternation dans la population, à juste titre.
Et certaines personnalités se demandent si on comprend réellement ce qui est en train de se passer. Comment les citoyens qui ont voté massivement contre Emmanuel Macron le 30 juin pourront-ils encore faire confiance aux urnes ? Et Paul-Antoine Martin, que je salue au passage, surenchérit en disant « c'est vraiment tragique », car il est désormais démontré que le vote ne sert plus à rien, il est aisément détournable et la Constitution peut aussi ne pas être respectée, comme dans ce cas-ci, avec le non-respect de la séparation des pouvoirs, certains ministres ayant voté en tant que députés, ce qui est évidemment totalement anticonstitutionnel. Cela dit, c'est effectivement un coup d'État soft, un mépris assumé des électeurs, mais en ce qui me concerne, dans l'analyse de l'ingénierie sociale en cours, c'est précisément le but. Une fois que vous avez montré que voter ne sert à rien, que ça ne change absolument rien aux choses, que vous avez beau avoir plus de 80% des Français qui sont contre Emmanuel Macron et sa politique, eh bien, le spectacle des législatives dans cette logique de simulacre permanent ne change strictement rien, eh bien, est peut-être précisément la démonstration qu'il s'agissait de faire passer. On relèvera au passage, merci à Idrissa Berkane de le souligner, que, comme d'habitude, la Cour des comptes n'accable qu'après les élections, c'est-à-dire qu'elle n'a pas publié les chiffres sur le bilan accablant de la politique budgétaire française avant les élections. Ben non, il fallait surtout pas orienter les électeurs en fonction de la réalité. Donc ils ont attendu que l'élection ait eu lieu. Et on nous annonce Bruno Le Maire en partance vers la Suisse. Alors moi qui vis en territoire helvétique, j'ai envie de vous dire de grâce, gardez-le. Il porte la mouise partout où il passe et même si marcher sur lui peut éventuellement porter bonheur, on n'a vraiment pas envie de prendre le risque de ce bonheur-là. Il existe quelques commentatrices vraiment très éclairées à qui je rends hommage ici, en particulier Béatrice Rosen et Myriam Palomba. Suivez-les, lisez-les, car elles font un taf largement supérieur à l'ensemble des éditorialistes politiques des différents médias traditionnels, c'est-à-dire corrompus, c'est-à-dire prostitués. Et Myriam Palomba, en effet, commente « On a une dette de 3100 milliards d'euros ». De l'argent jeté par les fenêtres avec les Jeux Olympiques, des QR codes partout dans Paris, et nos politicards se tirent la bourre en mode « les RN sont des fachos et les LFI sont des antisémites ». Et pendant ce temps-là, bien sûr, la Macronie et les mondialistes se frottent les mains. Et elle résume sa pensée, soit les Français se réveillent et virent tous ces abrutis, soit la France est finie. En tout cas, c'est l'idée de chercher à mettre fin à la France. Et tout ceci, à l'intérieur de ce jeu de cons mis sur pied par François Mitterrand, mais semble-t-il, en tout cas d'après Thierry Messant, avec l'aide de la CIA, qui était de prendre en otage le jeu politique français avec cet épouvantail d'extrême droite, et on allait chercher quelqu'un qui avait toutes les caractéristiques requises, notamment le fait qu'il avait publié des chants de guerre nazis et des vieux textes de l'Allemagne nazie, et tout ça pour faire croire que c'était un péril pour la démocratie et qu'il fallait que tous les autres partis, ceux qui dans les faits soutiennent le globalo-fascisme, fassent union, mais évidemment que ça ne trompe que les naïfs et les abrutis. Écoutons Roland Dumas qui vient de nous tirer sa révérence, paix à son âme, et comment il commentait la réalité du péril terrible que fait courir le Front puis le Rassemblement national. Elle vous séduit ou elle fait peur, Marine Le Pen ? Elle ne fait pas peur. Peur. Même Le Pen ne faisait pas peur. La dernière fois, c'était une rigolade. La menace de Le Pen, on a fait voter tous les socialistes comme des couillons qui sont allés voter pour Juppé ou je ne sais plus qui. Enfin, c'était une rigolade. Eh oui, c'était une rigolade, mais une rigolade pas drôle et qui dure. Pourquoi ? Parce que la classe politique, dans son ensemble, continue de faire semblant de jouer, et certains d'entre eux sont tellement bêtes qu'ils jouent réellement à ce jeu néfaste. Et oui, le Front National le Rassemblement National aujourd'hui est un parti populiste de droite, comme il en existe dans tous les pays. D'ailleurs, son agenda aujourd'hui est totalement compatible avec celui de l'Union européenne ou du World Economic Forum, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le rang du globalo-fascisme, mais on continue d'agiter ces antagonismes pour que les forces de gauche s'imaginent mener un combat héroïque contre le Rassemblement National tout en ouvrant les portes à toutes les multinationales et aux projets fascistes globalisés, et puis pendant que la droite danse d'un pied sur l'autre comme elle a appris à le faire depuis un certain nombre d'années. Tournons-nous vers Au Bon Tweet français
vraiment mesurer le fond de l'affaire, il s'adresse aux normies, les gens qui n'ont pas encore compris, pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement, parce qu'on sent bien que vous êtes largués, c'est l'affrontement entre les mondialistes qui veulent supprimer les États-nations au profit des multinationales et les patriotes qui cherchent à vous protéger. Et franchement, je ne suis pas sûr à ce stade que le Rassemblement national fasse encore partie des patriotes. Alors Étienne Chouard revient sur les propos de Marc Morano, auteur de The Great Reset, qui résume les projets néfastes de Klaus Schwab, mais qui n'est qu'une marionnette qui a été mise là par la CIA et Henry Kissinger. Voilà leur projet pour l'humanité. Ils parlent de nous faire renoncer à notre souveraineté nationale, à nos libertés individuelles et de confier le pouvoir à des experts. Nous n'avons pas eu l'occasion de voter sur l'interdiction des voitures à essence. Nous n'avons pas voté pour l'obligation de vaccin. Nous n'avons pas voté pour les lockdowns, les confinements. Nous n'avons pas voté pour l'interdiction de la viande. Mais tout cela est en train de se produire parce que lors de ces réunions, comme le World Economic Forum, le Forum économique mondial et les Nations Unies, ils se réunissent et travaillent avec la collusion gouvernement-entreprise pour contourner la démocratie et imposer des choses par le biais de ce fascisme gouvernemental d'entreprise. Ce que j'appelle à la suite de M. Tarral le globalo-fascisme. Et oui, aujourd'hui, tous nos politiciens ne sont plus que les marionnettes de ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Rappelons la réponse de François Fillon à Philippe de Villiers qui l'interpellait en lui disant « Mais que vas-tu faire au Bilderberg ?» Et Fillon de répondre « Que veux-tu, ce sont eux qui nous gouvernent » à l'époque où il était Premier ministre de la France. Et certains États aux États-Unis, il faudrait vraiment nous en inspirer, ont décidé d'exclure des positions de responsabilité publique tous ceux qui ont des liens directs avec le World Economic Forum, c'est-à-dire l'ingent du Quatrième Reich. Et le drame en France est que la classe politique tout entière, à de très rares exceptions mais fort marginalisées près, eh bien est acquis à ce projet délirant. Donc bien sûr, Macron a été mis là, Klaus Schwab l'a dit, pour détruire la France et détruire l'Europe. Toute la classe politique participe à cette pièce absolument miséreuse et lamentable au profit d'un agenda 2030 qui n'est juste qu'un grand délire dégénéré et dystopique. Et quand on voit le trombinoscope de l'Assemblée nationale, eh bien, comment ne pas adhérer aux commentaires d'Idriss Aberkane ? On voudrait faire imploser le pays, qu'on ne s'y prendrait guère autrement. Et bien sûr que c'est cette stratégie de la tension, de la haine et de la destruction dans laquelle Emmanuel Macron, mais l'entier de la classe politique, hélas, est engagé. Et on a même vu des sommets d'incivilité, et notamment ce refus absolument lamentable de certains députés de la gauche de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée nationale, comme il est de rigueur et de circonstance, et les mêmes qui se livraient à cette incivilité grave, eh bien, n'hésitaient pas à se ruer sur Ursula von der Leyen, tout en ayant dit qu'ils ne voteraient pas pour, bien sûr, mais pour la féliciter de sa brillante réélection. Et donc, il y a effectivement quelque chose d'absolument consternant et abject aujourd'hui dans le jeu politique. Pourquoi ? Parce qu'on voit que cette destruction des repères de la civilisation et du vivre ensemble, comme le fait de se serrer la main, qui est un geste qui nous vient de l'Antiquité et qui, à travers les âges, a été une manière de montrer que l'on n'était pas armé, que l'on n'avait pas d'intention agressive et que même si l'on avait un désaccord ou qu'il fallait engager une négociation, nous considérions notre vis-à-vis comme un être humain digne d'être écouté, digne d'être respecté dans ses convictions, même si l'on est soi-même en profond désaccord. Et c'est en fait sur ces millénaires de civilité que les députés bien pensants de la gauche s'imaginent pouvoir s'asseoir pour une cause, bien sûr, qui, selon eux, est encore plus importante que celle-ci. Alors bien sûr que l'image des partis politiques est plus dégradée que jamais, voyez, dans ce sondage mentionné par Philippe Murer, on voit quand même la population, la sagesse populaire, dirait Michel Maffezoli, n'est pas dupe, puisqu'il y a 88% des Français qui considèrent que la classe politique, les partis politiques, ne sont pas crédibles. Pratiquement 9 Français sur 10. 85% pensent qu'ils ne sont pas proches des préoccupations des Français et 82% considèrent qu'ils ne sont pas capables de proposer des solutions efficaces. Donc voyez comment nous sommes captifs d'un jeu soi-disant démocratique, la démocratie représentative, qui aujourd'hui est totalement dévoyée. Et pour reprendre ce modèle
que nous devons bien sûr à Michel Maffezoli, on voit comment la puissance instituante populaire n'est aujourd'hui plus du tout en continuité représentée, respectée par les pouvoirs institués, cette élite qui a le pouvoir de dire et de faire, mais qui aujourd'hui donne un spectacle absolument lamentable, le président de la République en premier. La nouvelle version de « je partirai pas », c'est « je démissionnerai pas », mais en plus en ayant veillé à ce que tout soit détruit. Cela dit, réjouissez-vous, bonnes gens, puisque nous entrons dans la trêve olympique, que les festivités commencent. Et en réalité, le magnifique spectacle que Paris et la France donnent à voir au monde entier, c'est celui des touristes parqués comme des animaux en cage et pouvant malgré tout admirer la Tour Eiffel. Cela suscite la consternation d'un des vrais élus qu'il nous reste au niveau national, M. Alain Houpert, sénateur. Emmanuel Macron veut que tous les Français soient derrière les Jeux Olympiques. Dans les faits, ils sont derrière des grilles, ces images sont insupportables. Ce n'est pas de la sécurité, c'est une humiliation de la nation. Et connaissant Macron, effectivement, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Donc la gueule des JO françaises, c'est un spectacle sans précédent en Occident, faut-il le dire, avec des gens, effectivement, parqués derrière des grillages, ce qui au moins donne à certains l'occasion de faire un peu d'humour, dont on sait que c'est la politesse du désespoir, mais que c'est potentiellement aussi une arme assez redoutable. Donc vous voyez, merci de ne pas nourrir les Parisiens à travers les grilles. Et tout ça, bien sûr, sous fond de polémique et de manque de responsabilité, comme d'habitude. Donc on se souvient comment le préfet de police de Paris a affirmé il y a peu que les piétons et les vélos et les trottinettes circuleront de toute manière librement dans Paris en démentant l'utilisation obligatoire d'un QR code pour sortir lors des Jeux Olympiques. Oui, sauf que, les périmètres sont effectivement verrouillés. Et vous voyez que la préfecture de police, c'est comme dans l'affaire Nord Stream, le vrai faux, le faux vrai, a repris les très mauvais usages des pitoyables vérificateurs de fait en reprenant un post, une publication de Béatrice Rosen, en la barrant d'une croix rouge, et oui, c'est le tarif aujourd'hui pour tous ceux dont la pensée est criminalisée, en osant affirmer que c'est faux, alors que, bien sûr, c'est absolument vrai. Il y a des images d'un ensemble de rues fermées où les citoyens ne peuvent plus passer à pied, à trottinette ou à vélo. Et Maître Divisio revient même sur cette dénégation de la préfecture de police en disant qu'elle est juste lunaire. Donc ce n'est pas une zone de circulation, mais c'est bien le problème, on ne peut pas y circuler. Or d'habitude, on peut y circuler. C'est bien ce que souligne Béatrice Rosen et bien d'autres. Alors il y a quand même eu un fort mouvement de réaction en sa faveur, et je m'en félicite, mais elle commente « C'est quand même fou de m'avoir accusé publiquement de mentir alors que les faits sont là ». Et d'ailleurs, avec des situations totalement inacceptables, comme des patients avec un justificatif qui se sont vus refuser l'accès au trottoir menant au cabinet médical. Enfin, on voit le degré de dystopie dans lequel nous sommes engagés, mais qui n'est évidemment que la conséquence des 4 années écoulées. Alors, le président de la CPME Paris-Île-de-France, lui, tombe des nues. On ne pensait pas avec ces QR codes que ce serait la catastrophe comme cela. Non, effectivement, ils ne pensent pas grand-chose. Les gens qui sont censés être au pouvoir et réfléchir. Et donc, tournons-nous vers Verity France, dont le sens de la synthèse est très sûr. Une organisation de merde qui a coûté un demi-milliard d'euros rien qu'en salaire pour faire un naufrage. Et comme toujours, aucun responsable. C'est la faute à pas de chance. Un internaute, lui, donnerait son royaume pour le compte-rendu de la réunion où ce truc, à gauche, a été validé, mais il suffit bien sûr de se tourner vers la psychologie présidentielle et se dire qu'il a effectivement soigneusement cogité, après la crise Covid, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour les faire chier, annoncer la 3e guerre mondiale, une nouvelle pandémie, chic alors, il y avait les Jeux Olympiques, autant en profiter. Et avec vraiment des choses gravissimes. Par exemple, il y a une voie VIP qui est réservée pour que les personnalités puissent se déplacer en toute liberté. Par contre, l'accès à l'hôpital de La Fontaine par l'A1
est rendu impossible. Et donc, il y a des patients qui ont été renvoyés chez eux. Il y a des soignants qui n'ont pas pu aller à leur travail ou alors au prix de lourds retards, simplement parce qu'on réserve certaines voies pour les VIP, mais pas pour ceux qui ont comme responsabilité de soigner les personnes malades dans ce pauvre pays de France. Alors bien sûr, là encore, Macron nous a avertis, tant que tout n'est pas détruit, il ne reconstruit pas. Donc on comprend, la destruction avance, alors réjouissons-nous, vu que c'est une fois que tout sera détruit qu'il reconstruira. Bon. Didier Maistre espère, en tout cas rhétoriquement, en un sursaut de conscience du peuple français. Durant le Covid, explique-t-il, nous étions quelques-uns alertés, citoyens dociles et commerçants zélés, sur les QR codes, partant de l'idée que l'hystérie sanitaire deviendrait sécuritaire et in fine totalitaire. Espérons au moins que cet énième épisode ouvrira les yeux de tous, pas certain, conclut-il prudemment, et on nous ressort des choses invraisemblables, comme ce monsieur Palombi, qui est un truand, qui était apparu sur BFM TV, déguisé en patient dans un hôpital non vacciné, qui avait risqué la mort du fait de ne pas s'être fait vacciner. C'était un faux, c'était une truanderie, c'était du spectacle crapuleux pour induire la population en erreur. Eh bien, on nous le ressort comme victime des Jeux Olympiques, et là, bien sûr, il réclame des aides pour les commerçants, fissa. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, eh ben, on nous rebrandit la crainte d'une reprise épidémique du Covid. Tremblons, suggère à juste titre la journaliste Amel Debay. Et puis, le professeur Martin Zizi, lui, dit qu'il n'a plus d'insultes assez vulgaires pour qualifier la connerie de la délégation belge qui a choisi de remettre le masque pour le défilé olympique. Et vous voyez, rien ne peut percer la muraille du déni entretenue par les médias prostitués. Alors Martin Zizé a beau rappeler, même Fauci devant le Sénat US sous serment a dû reconnaître que les mesures de distanciation sociale et les masques, ils les avaient sortis de leur chapeau pour rester polis, sans aucune science, sans aucune donnée probante à l'appui. Cela ne change rien. Et le philosophe Alexis Haupt nous éclaire, il est incroyable, en effet, de voir la différence de perception du monde entre ceux qui sont sur X et qui cherchent à se renseigner, et qui sont hélas minoritaires, et les autres. Vraiment, peu importe le sujet, la masse n'est absolument pas au courant de ce qu'il se passe, elle vit dans une réalité alternative, et effectivement, les covidistes n'ont pas bougé d'un iota de leurs convictions erronées depuis le début de la crise, mais comme je l'ai souvent expliqué, enclos qu'ils sont derrière une autre barrière, qui est celle du cordon sanitaire de la criminalisation de la pensée. Alors Maître Divizio fait un peu d'ironie, domaine dans lequel il excelle. Youpi, c'est la fête! Allez les gueux qui pouvaient plus aller bosser et qui passaient des heures dans les embouteillages parisiens, un peu de dignité, merde à la fin. Les restaurateurs voulaient pas crever en souriant, please les gars. Les malades qui peuvent pas aller faire leur chimiothérapie, vécue à l'instant. L'hôpital dit à un proche « Écoutez, essayez de venir quand même, mais on ne vous garantit pas qu'on pourra vous accueillir, en tout cas pas à l'heure. Notre personnel ne vient pas ou arrive très très en retard. Arrêtez de critiquer, c'est la fête !» Et pendant ce temps-là, eh bien oui, Wikileaks nous révèle que la France est en train de mettre en œuvre une expérimentation à grande échelle. De quoi? De systèmes de surveillance de masse basés sur la reconnaissance faciale et la soi-disant intelligence artificielle, dans ce qui ressemble à la technologie qui est utilisée pour implémenter le crédit social en Chine. Alors Alain Bauer, qui est criminologue et un observateur qu'il vaut la peine d'écouter, même si ses accointances avec l'État profond où il a été grand maître du Grand Orient de France laisse quand même quelque peu songeur, eh bien lui dit que c'est les Jeux Olympiques les plus risqués qui aient jamais été faits. Ça laisse quand même entendre la possibilité d'une attaque sous faux drapeau. Alors rappelons-le, l'OTAN, la CIA et nos propres États occidentaux n'ont jamais hésité à soit organiser des attentats terroristes, soit laisser être perpétrés des attentats terroristes dont ils étaient au courant, à seule fin d'engranger des bénéfices, notamment en termes de docilité des médias et de la population. Alors au bon tweet français, lui relève que ce déferlement sécuritaire n'a rien à voir avec la sécurité. On n'a jamais vu autant de flics à Paris, il y en a partout.
Ben, ça n'a pas empêché une touriste australienne de se faire violer par 5 mecs à côté du Moulin Rouge. Pourquoi ? Parce que les flics de Macron et Darmanin ne sont pas là pour nous protéger, mais pour nous contrôler. Et c'est bien entendu tout le but. Philippe Duval relève ce qui devait être une fête populaire ouverte à tous. Les jeux de tous les Français est devenu une prison à ciel ouvert, QR code, flics et militaires partout, murs et barrières. Et oui, mais d'ailleurs, il suffit de réfléchir 2 secondes. Un pass permettant de circuler librement dans un espace public est par essence une mesure totalitaire. Il faut quand même rappeler que la liberté de circulation, d'aller et venir, est garantie par les droits constitutionnels fondamentaux et que rien normalement ne peut empiéter sur ces droits-là. Donc ceux qui prennent ces décisions, quelle qu'en soit la Libye, sont des ennemis des libertés fondamentales, des tyrans, des dictateurs, des vrais fascistes, etc. Et bien sûr, le totalitarisme aujourd'hui, ce n'est plus un homme en moustache qui hurle dans un micro, ni le goulag, mais le QR code. L'injection forcée de produits dans le sang, la monnaie numérique. Hélas, le temps que les humains mettent leur logiciel à jour et le comprennent, les apprentis tyrans ont un boulevard. Mais pendant ce temps-là, la population, elle... Alors quand on sait les populations de rats qui vivent sur les berges de la Seine et dont les déjections vont joyeusement folâtrer dans l'onde dans laquelle se baignent ces gens-là, effectivement ça fait un petit peu frémir quant aux risques sanitaires réels que ces gens prennent, mais on est bien d'accord que ceux qui sont en train de se jeter à la Seine sont les mêmes qui nous engueulaient il y a 3 ans, si nous étions à moins d'1,2 mètre sans masque de papier. Et oui, pourquoi ? Parce que dans le médiavers, dans l'univers parallèle confectionné par les médias, l'eau de la Seine est propre. Et d'ailleurs, la ministre Amélie Oudéa-Castéra s'est baignée dans la Seine et elle a bien indiqué, rien à signaler, la Seine est propre pour les Jeux Olympiques. Alors dimanche passé, il y a eu à Paris également la projection au Grand Rex, devant une salle quasiment comble, du film de Pierre Barnérias, Les Survivantes, l'ultime tabou, qui est ce film absolument remarquable, basé sur les témoignages de survivantes des réseaux pédocriminels. Comme l'a dit un journaliste lors de cet événement, il est temps que la presse s'en empare, c'est la fin de l'omerta, la peur va changer de camp. En conclusion du récent dialogue que j'ai eu avec Philippe Bobola et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube des Rencontres de Cara ou sur mes propres canaux sous le titre Viva la Révolution, j'avais indiqué qu'à mon sens, le talon d'Achille du monstre, de la bête de l'événement, c'est la réalité de ces réseaux pédocriminels qui remontent jusqu'au sommet des États, qui s'accompagnent d'une traite d'êtres humains absolument abominable et dont en réalité, et c'est là le défaut de la cuirasse du globalo-fascisme, tous ceux qui participent actuellement au pouvoir sous quelque forme que ce soit sont complices. Soit parce qu'ils y participent activement, et les soupçons des ramifications sont quand même assez vertigineux, soit qu'étant informés de cette réalité, ils ne font rien pour lutter contre. Alors je vous renvoie à un autre entretien absolument passionnant de la très bonne chaîne NTD France, de Michel Veutet, ambassadeur de l'Ordre de Malte, qui s'est beaucoup préoccupé des questions de trafic d'êtres humains et de violences rituelles. Et il confirme la réalité de ce que tant de sources sont en train de rapporter à l'oreille de l'opinion publique, en disant que, de surcroît, c'est un domaine, si on ose l'appeler ainsi, dans lequel il y a 99,98% de chances d'impunité. C'est le crime parfait. Cela implique effectivement, alors il y a un témoignage par exemple que M. Veutet a rapporté d'un jeune athlète qui disait « on me faisait entrer dans des réunions, là il y avait des gens qui ensuite faisaient une sorte d'enchère et puis on me faisait subir des sévices sexuels ». Et donc la réalité des disparitions d'enfants, des réseaux pédosatanistes, de l'implication de l'élite, ou en tout cas d'une certaine élite, comme l'affaire de la rue du Bac récemment l'a montré, la protection par les plus hautes sphères de la magistrature, de la police et de l'État, comme l'affaire du Trou qui est en train de se rouvrir, Dieu merci, grâce au travail obstiné de certains gendarmes, de certains hommes de loi et de certains journalistes le montrent,
eh bien, se pose la question de savoir si nous sommes dans un pédo-world. On a parlé de pédoland pour la France, qui est un pays dans lequel l'omerta joue particulièrement bien. Mais donc, cette question-là devra être reprise et en ce qui me concerne, je vous invite à réserver d'ores et déjà la soirée, si vous êtes libre, du 31 juillet 2024 à 21h sur ma chaîne YouTube et mon canal X, Twitter, puisque je ferai une émission spéciale sur ce thème, Pédo-World, le pédosatanisme gouverne-t-il le monde? Et je m'appuierai sur des éléments tirés de l'affaire Epstein, de l'affaire Dutroux, de l'affaire récemment dévoilée de la rue du Bac, mais également d'un ensemble d'autres sources pour que nous puissions vraiment avancer en relevant que autant la population est aujourd'hui incapable d'ouvrir les yeux sur tout le reste, autant, si on lui donne l'information relativement à ce que j'évoque ici, il y a un sursaut de rébellion possible à cet endroit qui ne le sera pas forcément aux autres, et donc c'est la raison pour laquelle j'entends encore marteler le clou. La prochaine émission sera toujours sur ce thème, tout bouge, rien ne change, mais on s'intéressera à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, entre la tentative d'assassinat sur Donald Trump, le renoncement de Joe Biden, mais est-ce lui qui a décidé, la question est en suspens à l'heure actuelle, mais également la fameuse panne informatique annoncée de longue date qui, s'est abattue sur les systèmes informatiques peu après la tentative d'assassinat de Trump, plus ce qui se travaille dans ce pays qui est à la manœuvre à la tête de l'empire globalo-fasciste, eh bien, nous ferons un tour d'horizon de cette question lors de la prochaine émission. Si vous appréciez ces émissions et que vous avez envie de soutenir cet effort, je vous rappelle qu'il vous est possible de m'accorder votre soutien par une donation ponctuelle du montant de votre choix ou par un abonnement à partir de 1 € par mois sur l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Et j'en profite pour remercier de tout cœur toutes celles et ceux, oui je sais, on me dit des fois il ne faut pas dire celles et ceux, quand j'étais enfant, on disait bien mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc je me permets de dire celles et ceux. Je trouve bien d'honorer les dames, d'honorer les messieurs. Toutes celles et ceux qui ont choisi de déjà me soutenir. Merci de tout cœur. Cette chaîne connaîtra une transformation au cours de l'été pour avoir une nouvelle proposition dès la rentrée de septembre. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et vous dis à tout bientôt. Merci.